Salut et bienvenue à cette leçon 6. La leçon 6 va porter sur les matériaux. Il est important de noter que je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas un spécialiste des matériaux. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les matériaux, ce n'est pas quelque chose d'important pour moi. C'est très important pour moi de comprendre au moins la base pour pouvoir prévoir comment les matériaux vont réagir lorsque je veux ou lorsque vient le temps de les mettre en forme. Parce que comme travailleur d'atelier d'usinage, c'est ça ma responsabilité, c'est de mettre la matière en forme. Puis pour ça, il faut comprendre un petit peu de ce qui se passe au niveau de la structure de ces matériaux-là. Là, il est crucial, ou bien au moins important, de se rappeler que ce n'est qu'une introduction ici. On va juste faire un rapide survol pour nous donner une base sur laquelle on peut reposer nos actions. Là, on a déjà quelques ou plusieurs vidéos portant sur les matériaux. On a une vidéo qui nous parle des métaux ferreux. On a une vidéo qui nous parle d'essais praticables en atelier, des essais simples, pour identifier différents métaux et pour définir leur niveau de dureté. Et on a quelques vidéos sur le traitement thermique et on a quelques vidéos qui portent sur la formation de copeaux. Puisque pour former des copeaux, on doit exploiter plusieurs des propriétés des métaux. Plus spécifiquement, dans cette vidéo, on va regarder les atomes, les éléments et les molécules, ou si on aime mieux, qu'est-ce qui tient tout ça ensemble. On va regarder des métaux non ferreux, surtout puisqu'on a déjà des vidéos qui portent sur les métaux ferreux. Et on va concentrer notre attention sur l'aluminium, les bronzes et les laietons. Donc des alliages qu'on utilise régulièrement en atelier. On va également regarder les céramiques. Les céramiques dans le sens de tasse de thé, pourquoi pas, mais surtout céramique dans le sens de outils de carbure ou ce genre de céramique-là. Et puisque ça devient très populaire et important dans le travail en atelier de nos jours, on va regarder les matières plastiques. Là, plastique, c'est vraiment une propriété des matières. J'aime pas l'utiliser comme nom. Nous autres, on va plutôt référer à des polymères. Il existe des plus petites particules, mais pour nous, on va débuter notre histoire au niveau de l'atome. Et on va commencer par dire que l'atome est composé de trois choses, de protons, de neutrons et d'électrons. Ces trois composantes sont organisées de cette façon. L'atome consiste d'un noyau central qui est composé de protons et de neutrons. Et ce noyau porte une charge positive et ça fait du sens puisque neutrons sont neutres et protons, positifs, sont positifs. Et ce noyau est entouré d'électrons qui, eux, portent une charge négative. Un noyau est souvent vu comme étant un regroupement assez passif de neutrons et de protons. Et les électrons sont souvent regardés comme étant des lunes qui sont en orbite autour de ces noyaux. Mais en réalité, c'est pas mal plus dynamique que ça. Le noyau de l'atome, il est très stable, mais c'est pas plate pour autant, parce qu'il est composé de protons et de neutrons. Et les protons sont positifs et les neutrons sont neutres. Et ces protons-là positifs veulent se repousser un de l'autre. On sait que les opposés s'attirent, mais que les similaires se repoussent. Ils veulent se repousser. Les protons et les neutrons sont tous retenus par quelque chose qu'on appelle la force nucléaire. Et cette force nucléaire, elle est bien importante. Parce que le noyau, il faut que ce soit quelque chose de stable. C'est en réalité ce qui ancre toute l'histoire. Et si on veut que quelque chose ancre, il faut que ce soit stable. Et c'est autour de ce noyau que vont évoluer les électrons.
Et ces électrons, ben, ils bougent, puis ça bouge rapidement. C'est pour ça que j'aime pas les décrire comme étant en orbite autour du noyau. Ça sonne tellement calme et tranquille, quand en réalité, ben, ils bougent excessivement rapidement. Puis on peut avoir une idée de ça en prenant un pointeur laser et en pointant le tableau blanc là-bas et en décrivant un mouvement circulaire. Et on peut voir que si on bouge assez vite, on finit par obtenir quelque chose qui ressemble à une forme. Quand en réalité, ben, c'est juste un petit point lumineux. Ben, les électrons sont comme ça, mais dans toutes sortes de directions autour du noyau, formant ce qui pourrait nous apparaître comme étant vraiment un nuage, okay, ou une coquille autour du noyau. Mais ça, c'est causé pas tellement par leur grand nombre, mais par leur très grande vitesse. Le nombre de protons dans le noyau d'un atome, ben, c'est important parce que le nombre de protons définit l'élément auquel on a affaire. Donc, le fer, qui est un élément, n'a pas le même nombre de protons que l'or ou que l'aluminium ou que le zinc. C'est un numéro important et on appelle ce numéro, le nombre de protons, le numéro atomique. Et tous les éléments sont organisés ou classifiés dans le tableau périodique des éléments d'après leur numéro atomique. Et non, il n'est pas important d'apprendre par cœur le tableau périodique des éléments. C'est juste bon de savoir pour comprendre que ce qu'il y a dans ce tableau-là ben, est la base de tout ce qui nous entoure. Bon, nos électrons, ben, ils se promènent tout autour de notre noyau d'atomes. Et c'est important de dire qu'ils le font en niveau. Il y a des électrons qui sont plus loin et d'autres qui sont plus proches. Et les électrons qui sont plus loin du noyau, ben, c'est ce qu'on appelle les électrons de valence. Et ces électrons-là ben, sont vraiment importants. Parce que c'est eux qui ont beaucoup à faire avec comment la matière se retient ensemble. Et ça, c'est important parce que si la matière n'est pas retenue ensemble, ben, on ne peut pas avoir de propriété. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Bien, si j'ai un bloc d'or dans les mains, bien, j'ai un bloc de matière qui est luisant. Okay? J'ai une matière qui est bon conducteur d'électricité et j'ai une matière qui est ductile et malléable. Et j'ai cette matière, puis j'ai un regroupement d'atomes qui sont retenus entre eux d'une certaine façon. Si je prends seulement qu'un atome d'or, parce que l'or c'est un élément, mais si je prends seulement un atome, en tout cas, de l'or en forme d'atome, et cet atome seul mais n'a pas de propriété. Un seul atome ne peut pas être conducteur d'électricité. Un seul atome ne peut pas être malléable ou ductile. Et je suppose qu'un seul atome ne peut pas être luisant. Donc, le regroupement, c'est quelque chose de très important. Bien, qu'est-ce qui tient nos atomes un avec l'autre? Bien, à peu près les mêmes choses qui tenaient les électrons en orbite autour du noyau. Et ça, c'est une attraction électromagnétique. Nos électrons étaient négatifs, notre noyau était positif, ça s'attirait. Donc, et ça créait un ballon. Même chose peut être dit pour les différents atomes. Un atome peut être positif ou négatif. Ils sont toujours neutres, mais lorsqu'ils s'assemblent, ils veulent le demeurer. Et c'est cet échange potentiel d'électrons de valence qui peut faire en sorte que les atomes vont coller ensemble. Là, ces genres de liaisons, bien, on a trois genres réellement. Il y en a plusieurs, mais de base, trois genres. On a des liaisons ioniques, on a des liaisons covalentes et on a des liaisons métalliques. Bien, première chose à mentionner, c'est qu'on ne peut pas lier juste n'importe quel atome avec n'importe quelle méthode de liaison. Ça dépend beaucoup d'où il se situe sur le tableau périodique des éléments, ou si on aime mieux, sur leur numéro atomique. Ceci étant dit, les deux premiers types de liaisons que j'ai mentionnés, ioniques et covalentes, bien, c'est le genre de liaison qu'on retrouve beaucoup dans nos matières, exemple céramique pour nous, là, des choses importantes qu'on utilise. Ce sont les liaisons ioniques et covalentes, ces deux genres-là, des liaisons qui sont très fortes, très stables,
très résistantes à la chaleur. Ça produit des matières qui sont généralement très dures et des bons isolants électriques qui sont, puisque ça marche souvent ensemble, également très résistants à la chaleur. Donc résistance à la chaleur, conductivité électrique, ça marche ensemble. Plus que quelque chose résiste à la chaleur, le moins qu'il conduit l'électricité, généralement parlant. Bon, mais ça, c'est nos liaisons ioniques écovalentes. Puis, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Pour les liaisons covalentes, on va commencer avec ceux-là. Mais qu'est-ce qui tient les atomes ensemble? C'est une question de balance. Puis ce qui tient deux atomes ensemble, c'est des forces électromagnétiques. Ça ressemble beaucoup à la force qui gardait l'électron en orbite autour du noyau, ok, positif, négatif. Mais c'est une question de balance à ce moment-là. Puis dans une liaison covalente, ben, j'ai deux atomes qui sont parfaitement autonomes et qui vont être forcés à proximité un de l'autre. Comment? Ben, avec de l'énergie quelconque. Ça peut être de la chaleur, ça peut être de la pression. Okay? On va les forcer ensemble. Puis une fois positionnés, ben, ils trouvent un niveau de balance. Leurs nuages d'électrons se mélangent, mais ils gardent chacun leur électron. C'est juste qu'il y a une zone de mélange où l'attraction et la répulsion se balancent. Okay? Puis ils trouvent ce point-là. Ils ne veulent pas se séparer, ils ne veulent pas se rapprocher. Ils sont en balance. D'où le terme covalent. Okay? C'est un balance. Et c'est toujours un balance, parce que même avec les liaisons ioniques, c'est un balancement dans le fond. J'ai dans le ionique deux atomes et un qui est à la recherche d'un électron manquant et un qui a tous ces électrons, okay, qui est en balance. Je vais les rapprocher un de l'autre encore. Celui-là aimerait bien prendre un électron à l'autre, mais l'autre, lui, il veut garder tous ces électrons. C'est quoi le compromis qu'on va avoir? Bien, une mise en commun d'un électron, lui, va se venir proche, il va se balancer à un endroit où il peut bénéficier d'un électron. Lui reste proche aussi parce qu'il ne veut pas perdre son électron, puis on crée un balance entre les deux de cette façon-là. Et ça, c'est nos liaisons ioniques. Nos liaisons métalliques, bien, elles sont juste folles. Je veux dire, c'est complètement fou. Les métaux, c'est très dynamique. Et c'est un ballon, mais c'est un ballon en folie en réalité. Là, si on prend un morceau d'aluminium en feuille comme ça, et je le plie comme ça, bien, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe. Il n'est pas brisé, il a maintenu sa forme, mais en réalité, j'ai changé les liaisons, le lien entre d'innombrables atomes d'aluminium dans cette structure-là en la pliant. Et il n'est pas cassé pour autant. Il faut qu'il y ait quelque chose de dynamique là-dedans pour avoir cette propriété-là. Et les métaux, ben, c'est justement ça. Leurs électrons de valence sont très lousses et ils ne s'en occupent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est que comme atomes, ils n'ont besoin de temps, mais lequel ils s'en foutent pas mal. C'est pas stable comme dans nos liaisons ioniques et covalentes qu'on décrivait tantôt, où il y a un réel partenariat qui s'établit. Dans les métaux, tous les échanges sont bons et c'est à la vitesse de la lumière, c'est presque instantané. Donc, si j'ai un atome et un atome, lui prend un électron à l'autre, bien, lui, l'autre, va automatiquement prendre un électron à son voisin et à son voisin et vice-versa dans toutes les directions imaginables et ça crée un genre de ballon en folie. Okay? Tout le monde a le bon nombre d'électrons à n'importe quel moment donné, mais personne ne sait c'est l'électron à qui. Il y a un échange perpétuel et c'est pour ça que c'est dynamique. Et c'est pour ça que je peux plier une barre de métal sans la briser. Parce que même si je crée des changements de lien entre les partenaires, bien, j'ai toujours un ballon parce que c'est très dynamique et c'est presque instantané. C'est pour ça que les métaux sont luisants. C'est pour ça que les métaux sont ductiles et malléables. C'est pour ça que les métaux sont bons conducteurs ou bons caloporteurs. Et c'est pour ça qu'ils conduisent bien l'électricité. C'est à cause de ce lien très dynamique, cet échange perpétuel. On dirait presque que les métaux sont presque vivants. Ils sont continuellement en mouvement à l'intérieur, sont continuellement en train d'échanger leurs électrons de valence. Et c'est évidemment pour ça qu'on peut les utiliser pour être conducteurs électriques. On rentre un électron à un bout et il en sort un à l'autre. Est-ce que c'est le même? Non, c'est juste un échange perpétuel.
Donc, on a nos liaisons ioniques et covalentes qui avaient trait avec nos matières céramiques, des matières qui sont dures, résistantes à la chaleur, qui sont des isolants électriques et thermiques. C'est un genre important de matériaux pour l'atelier. Puis on avait nos liaisons métalliques pour nos métaux, des liaisons qui sont dynamiques, qui sont bons canaux-porteurs et qui sont conducteurs d'électricité. Donc, un autre genre de matière très important, évidemment, importante en atelier. Là, c'est bien beau, mais c'est juste une partie de l'équation, parce qu'on sait qu'il y a plus que juste des éléments autour de nous. Mais si on regarde, par exemple, du laiton, bien, le laiton, ce n'est pas un élément. Par contre, le cuivre et le zinc sont des éléments. Et si je lie un atome de cuivre avec un atome de zinc, bien, j'obtiens du laiton. Le laiton est un composé. Un composé, c'est une matière qui est constituée de deux ou plus différents éléments. On sait, puis ces éléments-là qui sont liés là, chimiquement par des liens chimiques comme ceux qu'on a déjà vus. On sait, comme exemple, que notre laiton est un composé et c'est un mélange de cuivre et de zinc. Mais pour être un peu plus précis, on devrait dire que lorsque le composé est composé de métaux, bien, on appelle ça un alliage. Il est important de noter qu'on n'est pas obligé de lier seulement des métaux à des métaux. Je peux avoir des composés métalliques qui lient un métal à un non-métal. Puis le meilleur exemple de ça, c'est l'acier. L'acier ordinaire au carbone, qu'on n'appelle jamais un alliage. Puis on peut prendre un exemple ici du 10-40. Donc réellement seulement qu'un mélange d'acier et de carbone à 0,4% dans l'exemple du 10-40. Si par contre je veux avoir un acier allié parce qu'on sait que ça existe, bien là j'aurais quelque chose comme un 41-40. Et ça serait un acier au carbone, oui, à 0,4%, mais qui aurait d'autres métaux adjoints pour modifier la propriété du matériel. Donc, quand on parle de métaux, bien, on parle vraiment de trois choses. On a des métaux purs qui sont, à leur plus simple expression, un atome ou un élément sur le tableau périodique des éléments. Ensuite, on a des composés qui sont des mélanges de métaux ou d'un métal avec un élément non métallique. Puis un bon exemple de ça, c'est nos aciers au carbone. S'il n'y a pas de carbone dans l'acier, on a du fer qui est un élément. Mais si on mélange fer, élément, et carbone qui est un élément pour produire une molécule, à ce moment-là, on a quelque chose que nous, on appelle de l'acier au carbone, bas, moyen ou haut niveau de carbone. Par contre, si on mélange ou on allie chimiquement différents métaux ensemble, ça veut dire que si je mélange deux métaux et lorsque j'arrive à la plus simple expression, ça donne deux ou plusieurs éléments métalliques sur le tableau périodique des éléments, un alliage, autrement dit, j'obtiens un autre matériel. Okay? Mais il ne faut pas s'attendre à ce que le résultat d'un alliage nous donne un matériel qui reflète les propriétés des métaux d'origine. Okay? C'est rarement le cas. Puis un bon exemple de ça, c'est du bronze d'aluminium. Si j'allie du cuivre, qui est un métal mou, avec de l'aluminium, qui est également un métal mou, je crée un alliage entre les deux, donc je les lie chimiquement, j'obtiens un matériel qui est dur et friable. Pas du tout les mêmes propriétés que les deux métaux de base qui ont formé cet alliage-là. Et ça, c'est une démonstration que les propriétés d'un alliage ne reflètent pas nécessairement et même reflètent rarement les propriétés des métaux de base. Donc, on a nos éléments, on a nos composés et on a nos alliages. Mais il manque encore quelque chose ici. Et ce qui nous manque, c'est nos matériaux composés, ou ce qu'on appelle des composites. Et un bon exemple de ça, ce serait cette barre
de fibre de verre. Là, cette barre de fibre de verre, matière composée, bien, est constituée de deux matières ou de deux matériaux très différents. Une résine polymérique ou un polymère dur qui est très résistant en compression. Et un tissu ou des fibres de verre qui, eux, sont très flexibles et extrêmement résistants ou forts en traction, mais qui ne tiennent pas leur forme facilement, qui ont tendance à être très molles et flexibles, un peu comme une corde. Lorsque je les mélange ensemble, physiquement, puis c'est ça qui est important pour un matériel composé ou un composite, c'est que ce n'est pas une liaison chimique. Le fibre de verre maintient ses qualités et la résine polymère maintient ses propriétés. Je ne fais que les adjoindre ou les mélanger ensemble. Je ne les lie pas chimiquement, je les lie mécaniquement. Donc, chacun maintient ses propriétés et j'obtiens quelque chose qui a des propriétés prévisibles. Bon, mais dans ce cas-ci, si j'avais seulement que le polymère et j'essayais de le plier, bien la barre craquerait parce que le polymère ici est très peu résistant en traction. Et si ce n'était que de la fibre de verre, bien j'aurais quelque chose qui n'aurait aucune rigidité et qui ne tiendrait pas sa forme. Ce serait plus comme une corde. Donc je vois ici que c'est vraiment un mélange des propriétés des matériaux. Donc, ces matières composées, bien, elles sont très importantes et ils nous entourent, il y en a partout. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que les matières composées, les composites, retiennent les propriétés de chacun de leurs composantes. Bon, bien, pour notre barre de fil de verre, on en a déjà parlé, mais à quoi d'autre peut-on penser? Bien, si on finit avec un revêtement chrome, un morceau d'une voiture, si on fait chromer le pare-choc d'une vieille voiture, par exemple, bien, c'est un matériel composite. Le chrome maintient ses propriétés et l'acier en dessous maintient ses propriétés. On ne fait que les lier ensemble, on ne les mélange pas. Et pourquoi qu'on ferait ça? Bien évidemment, le chrome, on a une question d'apparence, mais on a également une question de résistance à la corrosion et à l'usure, okay? Pour protéger l'acier en dessous, qui elle a ses propriétés et qui est beaucoup moins dispendieuse. Donc je peux parer contre toutes sortes d'intempéries une matière qui rouillerait facilement sans ça. C'est un matériel composé. On peut penser au plaquage de bijoux plaqués en or, etc., comme étant similaire. Mais il y en a encore beaucoup d'autres. Et une qu'on ne considère pas souvent comme une matière composée, mais qui l'est, ce serait, exemple, un carton de lait, une boîte en carton qui est cirée pour contenir un liquide. C'est une matière composée, c'est quelque chose qu'on a altéré en adjoignant différentes matières pour altérer les propriétés, mais sans changer chaque matière. La cire joue son rôle hydrofuge et le carton joue son rôle structurel. Un autre, qu'on utilise à tous les jours en atelier, du papier émery, c'est une matière composée. On a la force en tension ou en traction et la flexibilité du tissu, et on a la dureté et l'action de coupe qui nous est donnée par l'abrasif qui est adjoint. Une matière composée, ou ce qu'on appelle un composite. Lorsque j'ai parlé de cette tige de matière composite, j'ai mentionné qu'elle était conçue ou composée d'un tissu de verre flexible et d'une résine polymérisée. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas discuté encore, les polymères, ce que beaucoup de monde appelle les matières plastiques. J'essaie autant que possible d'éviter d'utiliser le mot plastique pour nommer les polymères. Parce que plastique, ça a plus attrait à une propriété de la matière qu'à une matière comme telle. Un polymère
peut être très plastique, mais certains polymères sont rigides et très durs. Puis on n'a qu'à écouter cette tige polymérique à toute fin pratique de résine durcie frappée à terre pour savoir que c'est pas du tout mou et flexible. C'est pas plastique, polymère. Ça veut dire plusieurs molécules. Et ça décrit bien ce que c'est. Parce qu'un polymère, c'est une longue chaîne de molécules complexes qu'on appelle des hydrocarbures. Les hydrocarbures sont des molécules complexes qui nous sont données par la vie. En réalité, la base des hydrocarbures, c'est la photosynthèse. Les hydrocarbures sont des molécules complexes qui nous viennent par l'entremise de la vie. Il faut que ça soit vivant pour produire des hydrocarbures. Et ça veut dire qu'il y a plusieurs sources différentes. On a des sources comme la sève d'arbre pour produire du caoutchouc naturel. Mais la plupart des polymères qu'on utilise à tous les jours, comme le boîtier de ce niveau laser et plusieurs des composantes qu'il y a dessus, bien, ces polymères-là nous viennent d'hydrocarbures qui sont produits à base d'huile raffinée. Ces hydrocarbures complexes, ces molécules, vont s'enchaîner pour produire des macromolécules qu'on appelle nos polymères. Et comment ces très longues molécules vont s'enchaîner entre eux définit beaucoup comment cette matière va réagir, c'est quoi ses propriétés. Là, des polymères linéaires qui n'ont que des chaînes longues, qui s'entrelient pas avec d'autres chaînes, un peu comme des spaghettis, mais ça va être nos polymères qui peuvent être remoulés, qui sont très plastiques, eux autres. Si par contre j'ai des ramifications latérales entre mes chaînes, quelque chose de bidimensionnel, bien, je vais avoir quelque chose qui est élastique. Des élastomères comme le caoutchouc. Et si j'ai des matrices réellement tridimensionnelles, quelque chose qui se lie dans tous les sens, bien à ce moment-là, je vais avoir des polymères très durs et très rigides. On peut voir que les polymères, c'est complexe. Puis il va falloir qu'on regarde ça un petit peu plus en profondeur, mais pas aujourd'hui. Parce que pour la vidéo d'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Ça va être notre partie 1, notre introduction aux matériaux, notre leçon 6. Dans la partie 2 et probablement partie 3, on va regarder plus en profondeur les métaux non ferreux et les polymères. Fait qu'on regardera ça la semaine prochaine, puis probablement la semaine d'après. Mais entre-temps, on a du travail à faire parce qu'il y a déjà 4 vidéos en existence qui présentent les métaux ferreux sous différents angles. Et ça, ce serait bon de les regarder à nouveau. J'ai mis des liens au début de la vidéo, mais voici les liens pour ces 4 vidéos-là. Et également, on a 2 vidéos qui présentent la théorie sous-jacente à la formation de copeaux. Et ça va nous permettre de comprendre plusieurs des propriétés des métaux. Donc, ça serait bon de les regarder. Voici des liens pour ça. Donc, ça finit notre partie 1 de notre leçon 6 portant sur l'introduction aux matériaux. D'ici à ce qu'on se revoie dans une semaine ou deux, soyez prudents, ayez du plaisir et bon usinage.